cliniques de toxidermie, il est très difficile à votre niveau de revenir sur toutes ces formes cliniques, mais que vous sachiez en gros quelles sont les principales formes cliniques de toxidermie. Vous avez les réactions lichenoïdes, le lupus induit, l'acné médicamenteux, les pemphigoïdes médicamenteux, le psoriasis. À la limite, les médicaments peuvent mimer toutes les dermatoses. Hein? Un pemphigus qui est une maladie, une bullose auto-immune, peut être induit par un médicament. Hein? Un psoriasis qui est une dermatose commune peut être déclenché par un médicament. Et donc, ça va consulter un psoriasis médicamenteux. Vous voyez sur cette image un œdème de Quincke avec un œdème de la lèvre, hein, qui évoque facilement un allergène alimentaire ou médicamenteux. Vous avez un œdème de la lèvre, c'est une réaction assez fréquente. L'allergène peut être alimentaire ou médicamenteux, hein, ou infectieux. Vous voyez ici l'érythème pigmenté fixe, qui est une macule pigmentée, secondaire à l'utilisation, l'absorption de médicaments. Et chaque fois que le médicament est absorbé, la lésion va survenir sur la même zone. C'est pour ça qu'on dit érythème pigmenté fixe. Et cette fois-ci, c'est une forme bulleuse, puisque d'habitude, elle n'est pas bulleuse, mais parfois, elle peut engendrer une bulle au centre de la lésion. Alors, lorsqu'il s'agit d'une toxidermie, vous voyez que les critères d'imputabilité sont essentiels. Parce qu'il faut identifier rapidement les médicaments pour éviter la réaction, sinon, le malade continuera à prendre ces médicaments et continuera à réagir. Quand quelqu'un a l'AIL, vous savez que c'est une urgence d'arrêter le médicament responsable. Hein, quelle que soit la forme clinique de toxidermie, il est important d'établir des critères d'imputabilité qui vont permettre d'identifier le médicament. Malheureusement, c'est une démarche d'imputabilité, c'est une démarche de probabilité où on n'est pas sûr à 100% que c'est le médicament. Mais vous allez quand même avoir un ensemble de critères qui vous permettent d'évoquer le rôle d'un médicament. Alors, ils sont répartis en critères intrinsèques et en critères extrinsèques. Les critères intrinsèques sont d'abord chronologiques. Je m'explique. Il faut que le délai entre le médicament, la prise du médicament et l'apparition de l'accident soit compatible. Et en dermatose, ça peut aller jusqu'à 21 jours à 1 mois. Pour faire un LAIL, le médicament, il a été pris, il y a de fortes chances 3 semaines avant. En tout cas, au cours des 3 dernières semaines, que le médicament est pris. Donc, il ne s'agit pas d'une réaction immédiate. Et c'est ça qui rend complexe l'imputabilité, parce qu'il faut aller interroger, hein, plus de 3 semaines avant, tous les médicaments qui ont été pris par le patient. Mais lorsque c'est une récidive, lorsque le patient a déjà fait un accident antérieur, pour refaire le même accident, il a besoin de 2 jours pour refaire un LAIL. Donc, vous comprenez que les délais chronologiques ont toute leur importance. Quand c'est l'urticaire qui est une réaction immédiate, lorsque le médicament a été pris il y a 1 mois, il n'a pas été repris, il est très difficile de dire que c'est le médicament qui a été pris il y a 1 mois qui est responsable de ces lésions d'urticaire, puisque l'urticaire est une réaction immédiate. Donc, c'est dans les heures, moins de 24 heures que le médicament a été pris. Vous voyez donc que les critères chronologiques permettent d'avoir une orientation. Alors, ensuite, vous avez, toujours dans les délais chronologiques, l'effet de l'arrêt. C'est-à-dire, est-ce que quand le médicament a été arrêté, les choses ont eu tendance à rentrer dans l'ordre globalement? Je veux dire, si le médicament a été pris la dernière fois et que le médicament a été arrêté, vous allez avoir une tendance à la normalité. Ou alors le contraire, lorsque le médicament n'est pas arrêté, vous allez avoir tendance à une aggravation des lésions. Donc, le rôle de l'arrêt doit être bénéfique, comme lorsque le médicament continue, vous allez avoir tendance à une aggravation. Alors, bien entendu, dans les formes graves de toxidermie, on ne fait pas de réintroduction pour voir s'il va y avoir aggravation. Non. Hein? On peut faire des tests de provocation, mais dans les formes bénignes de toxidermie. Dans les formes graves, on ne fait pas de tests de réintroduction. Hein? Alors, mais parfois, le médicament peut continuer par mégarde. Lorsqu'il n'a pas été identifié par les molécules responsables et qu'il continue à être absorbé, hein, c'est comme si on a continué le médicament et que donc, c'est comme si on a fait un test de réintroduction accidentel. D'accord? Ensuite, les arguments sémiologiques, c'est l'aspect clinique. Est-ce que la sémiologie clinique est évocatrice du rôle du médicament? Est-ce que c'est une toxidermie qui est là? Ou est-ce que ce que vous avez ici est dû à autre chose que le médicament?
Donc, il faut donner des arguments sémiologiques de toxicité. Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants? Est-ce qu'on a fait des tests cutanés pour dire que c'est le médicament? Donc, il y a un ensemble d'arguments sémiologiques qui vont permettre de conforter le rôle du médicament. Et à côté de cela, vous allez avoir des arguments extrinsèques qui vont être le rôle de ce médicament rapporté par les autres personnes, par les autres dans la bibliographie. Les statistiques que vous allez noter dans les grands livres de médecine. Hein. Est-ce que ce médicament, ces accidents ont été déjà rapportés dans la littérature? Est-ce qu'il y a eu d'autres cas rapportés dans la littérature? Donc, c'est les statistiques et la biographie. Et c'est important. Alors, on combine ces effets intrinsèques et les effets extrinsèques, les arguments intrinsèques et les arguments extrinsèques pour établir l'imputabilité. Alors, on ne peut pas parler de toxidermie dans nos contextes de travail sans parler de la médecine traditionnelle, qui est le premier recours chez 80% des praticiens en Afrique. Alors, c'est une médecine non conventionnelle, non réglementaire, où on a un mélange de substances qui ont des principes actifs comme les médicaments modernes, mais qui sont utilisés sans aucune règle pharmacologique. Et vous pouvez comprendre donc, associé au caractère mystique de cette médecine, on peut facilement concevoir qu'il puisse y avoir des effets délétères. Alors, c'est des effets bénéfiques connus de tout le monde. Enfin, même à l'université, il existe un laboratoire de botanique, un laboratoire de pharmacopée en pharmacie. On dit donc que les plantes ont des principes actifs qui sont les mêmes que les médicaments modernes et qui rendent compte des effets bénéfiques notés. Et ça aussi, c'est rapporté dans des manuels où on donne la composition, les méthodes d'emploi, les indications et les posologies. Alors, mais ce qu'on n'a pas souvent noté, rapporté dans ces livres, c'est les effets délétères dermatologiques qui sont de plus en plus rapportés et qui sont parfois graves, mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Vous voyez, par exemple, ici, le Lawsona inermis, qui est le aîné, qui a des extraits, des effets anti-inflammatoires, antifongiques, antibactériens, antipyrétiques. Vous voyez qu'on ne peut pas le contredire. Le beurre de karité ou Butyrosporum parkii, qui a des effets hydratants et anti-inflammatoires. Vous voyez pourquoi il est utilisé pour les massages. Il est utilisé dans les produits cosmétiques. Vous voyez le Deuterium microcarpum, qui est connu comme antipurigénant, antigonococcique, et qui a même des effets inhibiteurs sur le virus VIH. Les effets mystiques, selon les croyances populaires, contre les ennemis, contre les mauvais esprits, les psychoses malveillantes, les psychoses et les esprits malveillants. Vous voyez que toutes ces plantes sont utilisées pour, soi-disant, leurs vertus mystiques. Mais le mésusage pose problème, parce que c'est souvent des plantes en automédication ou en polymédication. Parfois, ils sont associés aux médicaments modernes. Ils ont des problèmes, ils sont trop